Voilà, la première phase de la loi Renault a donc débuté dans le cadre de la restructuration du groupe Carrefour. C'est une loi qui balise le processus de la restructuration. On va s'interroger sur les atouts, sur les faiblesses de cette loi. Philippe Samec, bonsoir. Vous êtes secrétaire national secteur finance à la CNE. Vous avez vécu d'autres restructurations où la loi Renault a été appliquée. La restructuration d'ING, par exemple. C'est un processus très long, très difficile qui vient d'être entamé? Bien sûr, donc il y a d'abord le choc de l'annonce, et puis il y aura pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, la phase d'information pendant lesquelles, comme syndicaliste, je pense qu'on doit surtout organiser des interactions avec les gens pour leur permettre de comprendre ce qui se passe, d'anticiper un peu ce qui va leur arriver, et surtout aussi d'organiser leur rapport de force pour optimiser ce qu'on obtiendra pour eux dans la négociation, et aussi malheureusement préparer les outils de reconversion qu'on pourra mettre en place pour après la clôture de procédure. Ouais. Alors Valérie Jadoul, bonsoir, vous êtes directrice du département entreprise à la FGTB. Alors l'idée c'est effectivement de trouver des alternatives au licenciement. Est-ce que ça fonctionne, vous, pensez-vous, votre expérience de syndicaliste, que vous a-t-elle appris? C'est justement un reproche qu'on a à faire, c'est qu'effectivement l'impact de la phase d'information-consultation, et je ne vais pas rentrer dans les détails, on voudrait qu'elle soit plus importante, quoi. On voudrait que ce soit plus important. Ici, sur les 7 années, si on regarde les chiffres du SPF Emploi, on peut dire qu'entre les chiffres annoncés dans l'intention de licenciement et les chiffres définitifs, donc le nombre de licenciements, il y a un peu moins de 7% de différence. Donc on a, via cette phase, sauvé 7% de l'emploi en moyenne sur 7 ans. Pour nous, c'est trop peu. Et donc ce qu'on voudrait, c'est qu'on prenne les alternatives qu'on a l'occasion de construire pendant cette période beaucoup plus au sérieux et qu'on ne les balaye pas d'un revers de la table au niveau de la direction pour fixer une prochaine réunion dans un calendrier que la direction a en tête. Donc vraiment, nous, ce qu'on vise, c'est minimiser l'impact sur l'emploi et proposer des alternatives et des redéploiements pour les travailleurs. Alors Claude Gontier, bonsoir, vous êtes avocat spécialisé en droit social. Vous connaissez très bien cette loi Renault, utile ou pas? Utile incontestablement. Efficace, c'est un autre problème. Comme Mme Jadoul vient de le dire, le but de la loi Renault en 1998, il y a 20 ans, c'était de faire en sorte qu'on ne se trouve plus dans des situations comme à Renault-Villevorde, où entre le moment de l'information de la fermeture et le moment de la mise en œuvre de la fermeture, il y a eu un week-end. On a voulu éviter de se retrouver dans ce type de situation. Et on a donc créé cette phase d'information préalable à la négociation du plan social. Mais en général, tout est joué d'avance. Comme vous le dites, il y a très peu de pourcentage de travailleurs récupérés dans le cadre de la phase de négociation. Cette phase dure longtemps. Pendant cette phase, les travailleurs continuent à juste titre à percevoir leur salaire. Et ce n'est qu'au terme de cette phase qu'on entame la vraie phase, la phase de négociation sur le fameux plan social. Oui, alors Mathieu de Wèvre, bonsoir. Vous représentez l'UCM, l'Union des classes moyennes, sur ce plateau. Vous venez d'entendre les différents intervenants. En résumé, on peut dire tout est joué d'avance, ça ne sert pas à grand-chose. Vous qui représentez les employeurs, vous partagez cette idée-là? C'est-à-dire, moi je ne représente d'abord pas tous les employeurs, je représente essentiellement les indépendants et chefs de PME. Et en tant qu'indépendant, représentant des indépendants et des chefs de PME, si je vois bien un écueil important de la loi Renault, et disons même en général de la procédure de licenciement collectif, puisque elle est décrite dans tout un éventail de textes qui s'étend bien au-delà de la loi Renault, mais c'est justement que les sous-traitants, les franchisés, les éventuels fournisseurs sont largement tenus à l'écart de la procédure, pas du tout impliqués, pas du tout informés. Or, mais ils sont très nombreux à être plus ou moins fortement impactés par une éventuelle procédure de licenciement collectif. Prenez Carrefour, un Carrefour qui est installé dans une galerie commerçante et qui ferme, c'est de très nombreux commerçants qui voient... Mais quand des entreprises de votre secteur donc, sont confrontées à l'obligation d'appliquer cette loi Renault, est-ce que, ce qui était dit, c'est que tout est joué d'avance, on peut négocier à la marge, on obtient très peu de résultats. Votre verdict là-dessus? C'est-à-dire, l'idée que la loi Renault ne sert à rien, je ne le pense pas. Il y a quand même un énorme avantage dans la loi Renault, c'est qu'il laisse la place à la concertation sociale.
dire que tout est joué d'avance, je ne le pense pas. Il y a toujours possibilité de se concerter. Maintenant, la loi Renault, elle est ce qu'elle est, elle est assez stricte. Le fait qu'il y ait 2 phases, ça peut se discuter aussi. Les choses ne sont pas simples. Et quand on dit que dans la loi Renault, il y a tout la législation sur les licenciements collectifs est un arsenal et que dans cet arsenal, en plus, les définitions ne sont pas les mêmes, c'est vrai que ça complexifie passablement le travail des différents interprètes. Et aujourd'hui, on ne peut plus avoir un débat sur la loi Renault sans inviter un juriste spécialisé parce que plus personne ne peut vraiment interpréter cette législation sans peine, quoi. Alors à propos de Carrefour, on a rencontré donc les représentants syndicaux juste avant la première réunion au siège de Carrefour. Alors on leur a posé une question toute simple. Cette loi Renault a-t-elle servi? Sert-elle à quelque chose? Voici leur réponse. Si vous prenez Carrefour en 2010, par exemple, des magasins ont été réintroduits dans le parc Carrefour à l'issue de la première phase, alors qu'ils devaient sortir et finalement les gens devaient être licenciés. Donc c'est possible, on a pu sauver des magasins en 2010, on a pu trouver des alternatives pour les gens, et donc c'est quand même important. On a des solutions, en tout cas, effectivement, ce n'est pas le plan qui va changer du tout au tout, le plan qui va être gommé. Mais on peut vraiment, à l'intérieur de ces limites-là, faire en sorte qu'on ait d'autres choses. On a, à chaque fois qu'on a dû négocier, eu des marges qui se sont dégagées de la procédure d'information-consultation. Et donc, nous espérons, évidemment, ici aussi, pouvoir trouver des solutions avec la direction qui soient des solutions différentes de celles qui sont mises sur table maintenant et qui sont purement et simplement des solutions de restriction dans le personnel, ce que nous ne voulons pas. La procédure Renault reste essentielle à condition que la direction joue pleinement son rôle et veuille trouver des alternatives et qu'elle ne vienne pas avec une copie qui est déjà définitive. Voilà, Philippe Samec, vous qui avez vécu beaucoup de restructuration, je parlais d'ING, vous confirmez ce que dit Myriam Delmé par rapport à la pertinence de cette loi Renault et de ce qu'elle peut apporter? Mais je crois que c'est une loi essentielle parce que il n'y a pas que l'aspect nombre d'emplois sauvés, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont discutées, notamment les conditions de sortie, les conditions de reclassement. Si je prends l'exemple d'ING, le fruit de la négociation était quand même un plan social très important avec un bénéfice vraiment conséquent. Et s'il n'y avait pas eu toute cette longue procédure, vous n'auriez pas obtenu ces résultats-là? Mais comme je l'ai dit dans la première question, je pense que le temps qui passe, c'est un temps qui permet d'organiser la défense des travailleurs. Quand s'il n'y a pas cet espace-temps, le travailleur et ses représentants sont pris par surprise et ils sont devant un coup près immédiat. Ici, l'employeur est obligé de nous concerter et c'est très important cette obligation parce que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Moi, je vois tous les jours des endroits où on essaie de contourner cette concertation. Si Ryanair est en Irlande, c'est aussi pour contourner la concertation. Si Deliveroo emploie des travailleurs sous des statuts inacceptables, c'est pour faire sortir le salariat de l'entreprise. Si on a mis aussi longtemps, encore aujourd'hui, à obtenir la reconnaissance syndicale pour des travailleurs cadres dans des entreprises de l'industrie en Belgique, c'est parce qu'on veut contourner le fait syndical. Donc la loi Renault, elle oblige cette concertation syndicale et c'est déjà un point essentiel et capital. Ouais. Alors, Claude Wantier, vous le disiez dans votre première réponse, pas assez efficace. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer l'efficacité de cette loi Renault? Je me suis peut-être mal exprimé, pas assez efficace dans la première phase. Nous sommes dans un système capitaliste où on n'a pas d'autorisation à demander pour procéder à une restructuration, à une fermeture ou à un licenciement collectif. Il n'y a pas d'autorisation, c'est l'employeur qui décide. Et ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est joué d'avance, entendez monsieur Van Trieve, qui est le porte-parole de Carrefour, vous ne l'entendrez jamais dire, nous avons décidé de procéder à un licenciement collectif. Nous envisageons. Nous envisageons, nous avons l'intention, mais la décision est déjà prise. On va, comme le dit Madame Jadoul, on va sauver 7% ou 8%. Et c'est ce qui... C'est un reproche ou c'est une constatation. Les employeurs savent qu'ils vont devoir passer par cette phase dont certains estiment qu'elle n'est pas très utile, parce que si on plaçait d'emblée à la négociation du plan social, ce serait peut-être plus efficace, plus intéressant pour les travailleurs. L'employeur a déjà son budget. L'employeur a déjà son budget, il est susceptible d'amélioration, et le plan social, on ne peut pas en discuter avant que l'inspection du travail soit informée de la clôture
de la phase... Alors sur ce point-là, Valérie Jadoul. C'est-à-dire, ce que je voulais mettre en avant dans la première intervention, c'est le fait que nous, on voudrait justement que la première phase joue à fond son rôle de sauvetage de l'emploi et de redéploiement de l'emploi. Et c'est pas le cas. Et ça, c'est pas assez le cas. Et c'est pour ça qu'on dit quand on vient avec des alternatives, on les balaye de la table. Donc je suis super contente d'avoir entendu ici les deux permanents du CEDCA et de la CNE dire que dans les deux qu'on plans, a réussi à certains moments à sauver certaines choses. Je voudrais aussi quand même relever un point, c'est qu'on dit la procédure est longue. Elle est longue, non. En réalité, quand on voit les chiffres, elle n'est pas si longue que ça. Ce qu'il y a, c'est que pour les personnes qui le vivent, les travailleurs, les travailleuses qui attendent d'être fixés sur leur sort, c'est insupportable, ça c'est clair. Mais quand on regarde les chiffres, et il faut faire le lien aussi avec le sauvetage de l'emploi, si on regarde les chiffres sur les 7 dernières années, on prend la durée médiane, donc pas les cas extrêmes, on est en 2010 72 jours, 2011 57 jours de durée de la procédure totale. Si on prend 2012 42 jours, on passe à 2015 64, 2016 66, 2017 80. Et je me suis interrogée là-dessus, j'ai regardé un petit peu alors les chiffres de sauvetage de l'emploi comme je vous avais dit, eh bien elle a peut-être duré 80 jours en médiane en 2017, mais cette année-là, il y a 17% de l'emploi qui a été sauvé. Plus la procédure est longue, vous dites, plus on arrive à sauver des emplois. En tout cas, dans le cas de figure de l'année 2017, il y a 17% d'emplois qui ont été sauvés par rapport à l'intention. Donc voilà, il faut un petit peu apprécier les chiffres aussi. On ne peut peut-être pas en tirer une règle générale, mais il faut vraiment mettre le paquet sur cette première phase, si l'employeur joue le jeu. Alors Mathieu de Wèvre, c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui au gouvernement d'un changement de cette loi Renault, d'un renforcement à un certain moment. On a bien compris que vous avez des demandes concernant les sous-traitants des entreprises, mais si renforcement, si changement il y a, quelles sont vos demandes ? C'est-à-dire, la demande principale qu'on a, c'est la simplification. La simplification dans la procédure, ne surtout pas trop corseter la procédure entre la phase 1 et la phase 2. Les choses se font déjà plus ou moins informellement. Vous le disiez, il y a déjà quand même un certain nombre de décisions qui sont prises, mais on fait comme si elles ne l'étaient pas. Bon, ne surtout pas trop corseter la procédure et surtout simplifier les concepts. Parce que là, on parle de la loi Renault, mais en fait, c'est toute une législation qui trouve sa source dans des conventions collectives de travail, dans des arrêtés royaux, dans des lois, lesquels ne définissent pas tous la notion de licenciement collectif de la même façon. Donc c'est une lasagne de textes qu'il faudrait simplifier. Dites-vous, vous partagez cet avis sur la simplification ? Vous avez en matière de licenciement collectif, vous avez la loi du 13 février 98, que l'on appelle la loi Renault, qui elle-même fait référence... je vous lis l'article 66. L'employeur qui entend procéder à un licenciement collectif est tenu de respecter la procédure d'information et de consultation prévue en matière de licenciement collectif, ainsi que le prescrit une convention collective conclue au sein du Conseil national du travail. Donc la loi fait référence à des conventions collectives qui elles-mêmes font référence à d'autres conventions collectives. Vous n'avez pas, comme vous le dites, de définition uniforme du licenciement collectif. La seule chose qui soit uniforme, c'est qu'il ne concerne pas les entreprises de moins de 20 personnes. Oui. Alors donc il y a des divergences de point de vue entre patrons et syndicats par rapport à cette révision de la loi Renault. La FEB d'ailleurs que nous avons invité n'a pas souhaité venir sur ce plateau. Aujourd'hui, on est reparti pour un bras de fer, Monsieur Samet, quand il s'agira de transformer la loi. On parle de durcissement de la loi. Mais en tout cas, si la discussion a lieu au groupe des 10, ce sera forcément un durcissement de la discussion, parce que si on peut être d'accord avec une série de choses qui sont dites, notamment par les classes moyennes, les gens, quand il y a eu la restructuration Caterpillar, les sous-traitants ont été durement touchés, et une des demandes syndicales à ce moment-là était détente à négociation aux sous-traitants. Mais moi, je suis très inquiet parce que quand j'entends le banc patronal parler de modernisation ou de simplification, j'ai un petit traducteur dans la tête et ça veut dire automatiquement flexibiliser et déréguler. La demande syndicale, c'est évidemment pas ça. C'est au contraire de renforcer la loi Renault pour qu'elle donne des vraies opportunités, comme le dit Madame Jadoul dans la partie information, mais aussi des sanctions. Parce que les sanctions qui existent aujourd'hui, elles ne sont quasiment pas appliquées. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à ce que si quelqu'un se comporte mal par rapport à cette loi-là, qui est là pour protéger au départ aussi contre les délocalisations sauvages, ce n'est pas seulement les licenciements collectifs, quand on se comporte de cette manière-là, et il y a des exemples, des multinationales qui décident à très loin de chez nous, boum, le plan belge s'est terminé, il faut arriver à prendre des sanctions. Et c'est là qu'on a un gros problème, parce que
on voit bien toute la gesticulation politique qu'il y a autour du problème. On a tout le temps le gouvernement, le politique belge, à mon avis, a très peu de possibilités de manœuvre pour intervenir sur une intervention qui vient d'Amsterdam pour ING ou d'Amérique pour Caterpillar. Monsieur Wantier, je vous voyais réagir là par rapport aux sanctions. Donc il faudrait elles sont renforcer. énormes, les sanctions, monsieur Mais quand il dit qu'elles sont quasiment pas appliquées. Mais parce qu'elles sont énormes, elles sont impossibles à appliquer. Le travailleur qui estime que la procédure d'information n'a pas été menée à son terme, le travailleur, si les organisations syndicales ne s'y opposent pas, le travailleur a le droit de faire suspendre tout le processus de licenciement collectif, la rémunération étant payée pendant tout le temps que le juge se prononcera. Et si un travailleur le fait, tous les travailleurs le font. Donc les sanctions sont inapplicables. C'est la raison pour laquelle cette loi existe depuis 1998. Et à ma connaissance, il n'y a jamais Donc vous voudriez qu'on simplifie aussi, mais quand monsieur dit qu'il craint une flexibilisation et une dérégulation, vous dites quoi? Je dis que la vérité est au milieu. La loi Renault, les sanctions sont tellement importantes qu'elles conduisent à la faillite directe de l'entreprise qui ne la respecterait pas, la loi Renault. Et donc, qu'on essaie d'assouplir les sanctions et qu'on les applique. Oui. Monsieur De Wevre, vous craignez, vous, que si ces sanctions sont simplifiées, elles pèsent encore plus sur l'entreprise et sur son avenir? C'est-à-dire, on n'est évidemment pas favorable à l'idée d'appliquer des sanctions plus dures ou différemment aux entreprises. Simplement, ce que je voulais dire sur la question de la négociation, c'est que en fait, elle a eu lieu au groupe des 10, puisque dans le cadre de l'accord interprofessionnel, il y a un point qui est relatif à la révision de la loi Renault. Et donc le groupe des 10, c'est ce qui rassemble les partenaires sociaux, voilà. Les patrons et syndicats. Et eh bien, la négociation, en fait, est en cours. Les réunions ont pour le moment lieu au Conseil national du travail, où syndicats et patronat discutent de la révision de la loi Renault. Et donc, voilà, je ne souhaite pas nécessairement prendre des positions trop tranchées, histoire de ne pas hypothéquer cette négociation qui est en cours. Simplement, quand on dit flexibilisation égale dérégulation, je ne dis pas nécessairement, je dis laissons la place à la concertation sociale sans nécessairement l'enfermer dans une procédure qui finalement... Madame Jadoul. Le problème ici, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a un manque de responsabilisation des employeurs dans la législation. C'est vrai qu'il y a des sanctions, mais qui ne sont pas appliquées. Et donc nous, ce qui nous dérange dans le cas de figure, ou qu'on a connu ces derniers temps, c'est qu'on vient avec des décisions déjà prises finalement, et qu'il n'y a pas d'anticipation. On laisse pourrir une situation, on n'est pas visionnaire, on ne pense pas à l'emploi à long terme, et on vient alors avec un plan qu'on essaie de faire signer. Il faut savoir aussi que le plan social n'est pas obligatoire en Belgique. Alors la directive européenne dit que ces phases d'information-consultation, elle a lieu en vue d'aboutir à un accord. Eh bien, cet aspect-là, on l'oublie, et donc il n'y a pas dans les textes en Belgique un endroit où on dit il faut négocier un plan social. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on voudrait voir rectifier. Et puis, il y a autre chose qui nous tracasse énormément, et on l'a dit, et je crois que l'UCM est particulièrement intéressé par le sujet, c'est la question des sous-traitants. C'est qu'effectivement, il y a une négociation qui se passe. Et on parle aussi voilà. Mais dans la loi, on parle aussi d'avantages qui pourraient bénéficier dans la modification de cette loi Renault. J'ai lu qu'on pourrait prendre en compte les intérimaires, que les primes de licenciement pourraient être plus élevées. Ça pourrait être aussi favorable aux employés menacés de restructuration. Je crois que ça dépend de la trésorerie des entreprises. Voilà. Je crois que Carrefour sera plus généreux qu'une entreprise qui ferme définitivement. Parce qu'une entreprise qui ferme définitivement ne représente plus de problèmes pour les... ne cause plus de problèmes pour les employeurs, tandis qu'une entreprise qui ne ferme pas, qui garde 80% de son personnel, a tout intérêt à ce que le plan social soit le plus généreux possible pour qu'on garde la moins mauvaise. Oui, rapidement. Oui, il faut être extrêmement attentif à cette question des sous-traitants, et nous y sommes évidemment extrêmement attentifs, sur le fait qu'une grande entreprise peut avoir éventuellement préparé une restructuration, ce qui n'est pas nécessairement le cas d'une plus petite, qui pourrait recevoir de plein fouet la nouvelle de la restructuration, et donc accorder exactement les mêmes conditions à la restructuration dans une grande entreprise ou dans une entreprise sous-traitante ou franchisée. Ça risque d'être une difficulté bien plus énorme encore pour... Alors, dernière question pour vous, Monsieur Samek, et puis je vais devoir terminer ce débat. Quand on voit les relations très difficiles entre employeurs et syndicats au sein du groupe des 10 sur différents points, la pénibilité par exemple, où on n'a pas trouvé d'accord, on se dirige vers un même scénario par rapport à cette révision de la loi Renault?
J'ai pas d'informations directes sur ce sujet-là, donc j'ai donné mon sentiment tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que ce sentiment-là soit pas vérifié, mais franchement, j'ai pas d'informations sur ça en direct. D'accord, ok. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau.